BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Nos décodeurs de l'écho. Avec nous, il y a l'économiste Pascal Perry à la tête de son cabinet de conseil PNC et Benaouda Abdelhaim, éditorialiste économique à BFM Business, Emmanuel Le Chypre. Avec nous également Emmanuelle Hervé, c'est la présidente de Astrolabe, agence de conseil en stratégie sensible. Et tout à l'heure nous rejoindra Dominique Bussereau, l'ancien ministre des Transports. Il est président du conseil général de Charente-Maritime. Alors on va revenir sur la gaffe à plusieurs dizaines de millions d'euros, voire plus, on verra exactement combien ça va coûter cette histoire. Les réactions, les faits, réactions de stupeur tout de suite avec Jean-Baptiste Huet. La SNCF a investi plus de 15 milliards d'euros pour renouveler ses TER vétustes. 2000 rames flambant neuves, signées Alstom et Bombardier, climatisation, vitres fumées, éclairage à LED, bref, tout pour apporter davantage de confort aux passagers. Seulement ces 2000 rames sont trop larges d'une vingtaine de centimètres et par conséquent incapables de rentrer dans près de 1300 gares françaises. Lors de la commande des rames, Réseau Ferré de France avait fourni à la SNCF des données périmées. Or, certains quais ont en effet plus d'un siècle et demi, l'époque du cheval vapeur. Le gestionnaire du réseau va donc devoir jouer du rabot sur des milliers de quais, une opération estimée à 50 millions d'euros. Le porte-parole de RFF reconnaît un certain manque d'organisation. Aujourd'hui, les travaux sont en cours maintenant et on l'a dit, si RFF et SNCF s'étaient parlé de manière un peu plus intense il y a quelques années, on aurait pu anticiper un petit peu plus. Alors qui va payer ces 50 millions d'euros? RFF assure qu'il honorera la facture et que cela n'aura pas d'incidence sur le prix des billets. Ne pas attendre un centime des régions, c'est ce que dit Alain Rousset, le président de l'Association des régions de France. Le responsable, c'est la SNCF et RFF. Et il n'est pas question pour les régions qu'on rembourse un centime de ces travaux. C'est vrai qu'il va y avoir, je ne sais pas, entre 60 et 80 millions de travaux. Du côté du gouvernement, cet épisode passe très mal. Exemple avec la ministre de l'écologie, Ségolène Royal. C'est consternant comment des décisions aussi décalées, aussi éloignées du terrain peuvent être prises. Il faudrait que les gens sortent de leur bureau et viennent nous voir dans les gares, viennent voir les usagers des trains, viennent se rendre compte de la réalité du terrain avant de prendre des décisions qui en plus coûtent très cher. Frédéric Cuvillier, le secrétaire d'État en charge des transports, a réclamé une enquête interne. Toute la journée, RFF et la SNCF ont été la cible des réseaux sociaux. Enfin, l'Assemblée nationale se saisit aussi du dossier. Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, et Jacques Rapoport, celui de RFF, doivent être prochainement auditionnés. Par ailleurs, Valérie Rabault, le rapporteur du budget à l'Assemblée, réclame d'ores et déjà la démission de Guillaume Pépi. Dernier élément, il se murmure déjà que les trains ne pourraient pas se croiser dans certains tunnels, de quoi peut-être alourdir encore la facture. Voilà donc les faits avec Jean-Baptiste Huet pour les décodeurs de l'écho sur BFM Business. Pascal. Emmanuelle Hervé, agence Astrolabe. Voilà, en fait, est-ce qu'il ne faut pas aussi se poser la question finalement de savoir, parce que finalement qui ne fait rien ne casse rien, enfin on est sur des métiers d'ingénieur, ce genre de choses arrive, avec la 380, certains aéroports n'avaient pas anticipé en fait l'allongement des pistes, etc. Quelle est cette émotion que ça suscite? Pourquoi est-ce que ça suscite autant d'émotions? Parce que finalement, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Réseau Ferré de France aujourd'hui? C'est d'avoir reconnu le problème, ils l'ont identifié, ils ont vu qu'il fallait traiter ce sujet-là, que ça allait coûter 50 millions d'euros. Après, on pourra parler de relativiser un petit peu les chiffres. Comment est-ce que, par rapport au budget que leur a coûté le changement de rame, etc. Mais en fait, ils n'ont surtout pas anticipé l'effet que ça leur pourrait produire si ça devenait, si c'était médiatisé. On se demande si c'est pas celle-là la plus grosse erreur finalement. Et voilà, c'est ça. Il y a eu, comme ce sont des métiers d'ingénieurs, les gens sont restés dans leur métier. Ils sont restés, ce sont effectivement, comme vous le disiez, des polytechniciens, etc. Ils n'ont pas, pour eux, c'était, je dirais pas un non-problème, mais c'était très loin d'être un scandale. Donc ils n'ont pas eu besoin de le traiter médiatiquement.
C'est pour ça que je demandais Peut-être même que ça arrive au bon moment. Vous savez qu'il y a un débat. Il y a les Européens, la Commission de Bruxelles qui nous dit qu'il faut absolument garder l'infrastructure séparée du reste de l'exploitation. Et en France, depuis 2012, la prise de position constante des gouvernements, ça a été de dire il faut recréer un groupement unifié d'infrastructures. Ça arrive au bon moment. C'est aussi le bon moment pour ce qui est très commun, enfin, qui arrive très fréquemment en crise, en communication de crise, c'est la recherche du bouc émissaire. Et là, on est sur une communication hyper réactive, il n'y a aucun recul de personnes. Et regardez qui attaque, ce sont les politiques qui ont très peur aujourd'hui avec les scandales successifs, évidemment, qu'on leur reproche quoi que ce soit. Donc ils attaquent, ils sont dans le réactif, etc. Et donc c'est la recherche du bouc émissaire. L'Europe a bon dos comme d'habitude, Pépi qui a très bien communiqué sur Bretigny, donc normalement la communication d'urgence il sait faire. Qui a bien géré sa boîte. Le métier de base de Pépi, à la limite, c'est même plus la communication que le chemin de fer. Oui, c'est d'abord l'exploitation du service. Et pardon, moi je ne suis pas connu pour être un immense défenseur de la SNCF, mais malgré Emmanuel tout... Hervé, donc à la tête de l'agence Astrolabe, agence de conseil en stratégie sensible. La communication de M. Rapoport, dont on parlait tout de suite avec Dominique Busseron, ancien ministre, je le lis, il réfute la qualification de boulette. Il souligne que quand on achète une voiture, on peut avoir des travaux d'adaptation à faire chez soi pour la faire entrer, ou on doit la faire entrer. On y pense avant, en général. Comment vous dites ? On y pense avant. On y pense avant, vous avez raison. C'est vrai pour les trains, c'est vrai pour les avions, c'est vrai pour les bateaux. Les canapés aussi. Ouais. C'est pas très convaincant, c'est vrai, il a raison, Dominique Busseron, quand on va chez Ikea, a priori, on regarde bien que le canapé il fasse 2,50 m et si on a la place, voilà. Non, ce que je pense, c'est que, en fait, c'est cette qualification de boulette, c'est le déni de la crise, qui est quelque chose qui arrive très souvent. C'est un déni de considérer ça comme une crise, en tout cas une crise médiatique. Pour lui, c'est une problématique technique. Il y a probablement quelques centimètres, on n'est pas non plus en train de parler de 3 mètres, qu'on va régler, c'est 50 millions... quelques centimètres, c'est... oui, non, mais... Alors, 50 millions, on y reviendra. 50 millions, c'est complètement... Dominique Busseron, vous donnez la parole après. Terminez, Emmanuel. Non, mais je le dis parce que 50 millions, il ne faut pas se fonder là-dessus. Oui. C'est pas vrai. Après, sur la communication des chiffres, c'est ça qui, sans doute, engendre énormément d'émotions, parce que vous parlez de 50 millions à des gens qui parfois sont au chômage ou gagnent le SMIC, ça leur paraît absolument énorme, mais si on relativise par rapport aux 6 milliards d'investissements de l'Île-de-France devait investir pour la rénovation, etc., finalement, c'est très relatif tout ça. Mais ce qui est aussi relatif, et je pense que M. Rapoport est dans cet état d'esprit d'une culture, en fait, d'une culture d'ingénieur, d'une culture de technicien, et qu'il n'a pas il n'a pas anticipé la médiatisation et la mise en cause qui pourrait occasionner si cette boulette venait à être dans les médias, et surtout évidemment par le canard enchaîné. Mais pour le défendre, je dirais, pour sa défense, je dirais que ce qui se passe maintenant si c'est bien anticipé, si c'est bien géré, si derrière il n'y a pas d'accident, d'abord il n'y a pas mort d'homme, donc nous n'avons pas une crise au sens strict. Et si on considère, si on regarde et qu'on compare avec des accidents industriels où il y a eu pas forcément volonté de nuire, mais des économies sur l'aspect, sur la sécurité. Je pense à ABP, par exemple, au large de la Louisiane. Il y a eu des erreurs et il y a eu des erreurs intentionnelles. Là, on n'est absolument pas du tout sur cette typologie de crise. Bon, pour l'instant, donc normalement, a priori, on ne sait pas très bien, parce qu'en effet, l'exécutif demande des comptes. Frédéric Cuvillier, qui est le secrétaire d'État au transport, a missionné donc une commission. Il y a beaucoup d'énervement quand même de la part des politiques, comme vous expliquez ça, de Dominique Busseron. C'est quoi, signe qu'ils ne maîtrisent pas grand-chose, donc c'est pour ça qu'ils cherchent à exister. Pourquoi dans tous les camps aujourd'hui? Vous savez, d'abord vous l'avez dit, on est à quelques jours d'une élection européenne, donc on est en campagne électorale, tout le monde est en campagne électorale, donc les esprits sont un peu échaudés, le PS a peur de prendre une volée, l'UMP a peur de passer derrière le Front National, tout le monde, les esprits ne sont pas vraiment des esprits apaisés en ce moment, et c'est normal, c'est un enjeu très important pour notre pays, on a un risque d'abstention. Bon, et puis c'est la vie quotidienne, si vous voulez, les politiques, moi j'ai connu, j'ai fait tous les mandats, j'ai été maire, président de conseil général, ministre, député, bon je vois bien un peu comment les choses se passent. C'est des choses qui marquent l'esprit des Français. Quand vous dites je pense telle chose sur la gestion de l'euro, à part quelques-uns de vos auditeurs qui comprennent, les Français s'y intéressent pas. Là, le quai de la gare et le fait, c'est vous qui allez payer les conneries, entre guillemets, d'un certain nombre de technos.
là, ça marque les Français, donc les politiques, ils vont à la soupe de la communication. Mais il faut faire attention justement dans ces cas-là, il faut essayer de replacer les choses dans leur contexte, et puis ne pas faire du président de la SNCF ou du président des RFF des boucs émissaires. Ce sont des personnes de qualité qui ne le méritent pas. Emmanuel Hervé, on voit les ministres qui vont à la soupe de la communication, comme le dit l'ancien ministre Dominique Bussereau avec nous. Oui, absolument. En fait, ce qui compte dans le déclenchement d'une crise, ça va être aussi beaucoup le temps médiatique. Donc là, le temps médiatique s'y prête énormément. En plus, comme vous le disiez, l'histoire est facile, elle concerne tout le monde. Donc en termes de proximité, c'est aussi tout le monde se sent concerné par ce sujet. Tout le monde le comprend, il est facile à comprendre et il est drôle. Enfin, c'est très drôle. Et plus c'est drôle, plus vous avez une crise. Regardez le Findus bashing, si vous vous en souvenez, ça a fait rire tout le monde. Finalement, c'était même pas, il a été le bouc émissaire idéal, c'était même pas sa faute. Il avait été trompé, etc., etc. Mais c'est resté dans l'esprit des gens, c'est Findus qui est resté. C'est ça qui était amusant. Et là, on en était, je regardais tout à l'heure, il y a 2 heures de ça, on en était à 33 000 tweets. Déjà sur le sujet. Et chacun y va de sa plus belle blague, de son petit schéma, de son petit film, etc. Donc ça, bien sûr, ça allège les esprits. Comment on sort d'une telle tuile finalement en termes d'image justement? Là, je pense, je ne sais pas ce qui est arrivé à Pépi parce que normalement il réagit plus vite que ça. Là, on a un retard à l'allumage. Un des grands principes en fait de la gestion de la communication de la crise, à défaut d'avoir anticipé, parce que là ils l'ont pas du tout anticipé, c'est de réagir dans l'heure. Et surtout sur une mise en cause aussi directe, avec des ministres qui crient à la démission, etc. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Souvent leur première réaction, la première réaction des gens qui sont mis en cause, c'est de dire je ne peux rien dire, je ne sais pas. Parce que finalement, là, il est très très tôt pour parler de ça. Tout le monde débat sur c'est la faute de qui, etc. Mais je crois que finalement, pour l'instant, on n'en sait absolument rien. Donc la seule défense aurait été de dire écoutez, l'enquête est en cours, je prendrai mes responsabilités quand elles viendront, mais tous ces tweets, alors très moqueurs, très ainsi. J'en ai mis d'ailleurs quelques aujourd'hui avec quelques photos bien sympathiques. Pascal Perry. C'est un peu dans l'air du temps. Les Français plébiscitent d'une certaine façon la République des scandales. Il y a quand même malgré tout dans le pays, qu'on le veuille ou non, un écart de plus en plus grand entre les élites et la population. C'est un sport national de déconsidérer les élites. Il n'y a pas de pays européen dans lequel on se moque autant des élites. Les élus d'ailleurs, mais aussi les dirigeants des très grandes entreprises, parce que les grandes entreprises, elles sont dans le périmètre de l'État. C'est l'attribut naturel de l'État que d'organiser le transport ferroviaire. On pourrait imaginer autre chose dans d'autres pays. Et donc là, c'est un élément qui feuilletonne un peu cette relation. Oui, effectivement, il n'y a pas mort d'homme. C'est presque drôle. Ce serait vraiment drôle si ça coûtait pas 300 ou 400 millions d'euros, plus les coûts indirects et induits qu'il faudra compter un jour. Mais on voit bien que ça traduit quand même ce sentiment un peu général de désaffection à l'égard des dirigeants, des élus et des grandes entreprises, et que ça traduit aussi peut-être le fait que les Français sont désabusés sur la gestion de la sphère publique. Emmanuel Hervé de l'agence Astrolabe. Justement, j'aimerais rebondir précisément sur ce sujet. Sciences Po mène une enquête régulièrement, d'autres entités aussi, mais cette année, l'enquête sur la confiance, en fait, qu'a menée Sciences Po était particulièrement probante là-dessus, puisque on a vu qu'il y a pratiquement moins d'un Français sur 4 qui fait confiance dans ce que disent les élus, les politiques, mais non seulement, mais aussi ce que dit le gouvernement et ce que disent les grandes entreprises, ce que disent les grandes institutions, ce que disent les agences gouvernementales. Donc c'est ça qui se passe. De toute façon, il y a plus de confiance. Est-ce que je peux dire simplement, pour avoir souvent parlé avec Pascal Perrineau, qui vient de quitter la tête du Cevipop justement, c'est que ce que vous dites, il faut le tempérer. Ils disent du mal des élus, mais pas de leur maire. Pas des élus locaux. Ils sont contre le cumul des mandats, mais pas que leur maire soit député ou sénateur. Absolument. Ils sont pour la suppression des départements, mais pas de la suppression de Lyon ou de la Meurthe-et-Moselle. Voilà, donc c'est un peu les injonctions paradoxales, ça. Ils n'aiment pas les entreprises, mais ils critiquent la SNCF. Ils sont bien contents quand ils prennent le train qu'il est à l'heure et que le contrôleur les salue parce qu'il les reconnaît et que les employés sont avec eux. Voyez, donc on garde évidemment une confiance dans son prochain, c'est-à-dire dans l'homme qui est à côté, s'il a été incarné. Mais dès qu'on est sur le conceptuel, dès qu'on est sur l'institution qui parle et qui prend la parole, là il y a
plus aucune confiance. Vous avez peut-être vu l'étude de l'Institut Thomas More sur le sujet, qui parle des élus, de la confiance du peuple, etc. Le sondage est éclairant parce qu'il dit en substance que les Français ont confiance dans les maires, dans les élus locaux et dans le monde associatif. C'est-à-dire, effectivement, comme vous le dites, dans une relation qui est incarnée. Dès lors que c'est plus loin, il y a effectivement un doute. Et la SNCF, ça fait partie des choses. Vous faites un dîner avec des copains, en famille. Il y a quelques sujets sur lesquels vous êtes sûr d'obtenir un débat. Les radars, le permis de conduire et la SNCF. Le retard des trains. Voilà, là-dessus, vous êtes sûr. S'il n'y a pas de conversation, vous êtes sûr de faire la soirée. La retraite des cheminots. Benaouda Abdelhaim, Benaouda, au mot de la fin, et ça sera fini. Bah écoutez, il faut que cette crise serve de leçon. Hein, et donc il faut éviter que le chemin de fer soit un enjeu politique. Et puis il faut baisser les coûts. Ils l'ont été aujourd'hui. Oui, on l'a dit. Et qu'il faut baisser les coûts du transport ferroviaire pour que... Vous savez, il y a Louis Armand, qui était un grand homme du ferroviaire, et un grand homme également de la Seconde Guerre mondiale, a dit, si le chemin de fer passe la fin du XXe siècle, il sera le mode de transport d'avenir du XXIe. Il l'a passé, il est un mode de transport d'avenir, il faut lui donner les moyens de s'épanouir. Voilà, vous pourrez revoir évidemment Dominique Bussereau, ancien ministre des Transports, actuel président du Conseil général de Charente-Maritime, l'économiste Pascal Perry à la tête de son cabinet PNC, Benaouda Abdelhaim à qui je dis rendez-vous demain soir à 19h. On parlera d'Europe bien sûr à quelques jours du scrutin. Bonne soirée Emmanuel Le Chypre. Et puis Emmanuel Hervé, la présidente d'Astrolabe qui est une agence de conseil en stratégie sensible. Bonne soirée, bonne nuit, rendez-vous demain jeudi.